Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Dernier jour du CES 2021. Alors pour nous, c'est le moment de faire un premier bilan. Alors nous commencerons avec un focus sur ce qui a agité le secteur du mobile. Semaine folle autour des messageries et semaine prometteuse dans une catégorie plus inattendue, les lunettes connectées. Ce seront les sujets que nous aborderons dans quelques instants avec Jérôme Bouteiller dans la séquence Mobile Business. Ensuite, nous prendrons le temps d'un grand débrief transverse sur ce CES 2021 All Digital et nous aurons pour ça des invités qui auront un regard à la fois technique, marketing et commercial. Et puis nous aurons rendez-vous avec le monde du libre qui a eu une semaine également avec de l'actualité qui s'est un peu emballée, notamment autour des brevets, mais aussi avec une surprise dans la robotique. Et enfin, nous conclurons par une innovation qui transforme le bois en écran, une technologie française présente au CES évidemment. Alors place au mobile business et à cette actualité assez agitée. 2021 sera-t-elle l'année des lunettes connectées? C'est le thème principal de la chronique avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Donc cette semaine, vous êtes intéressé à ces lunettes connectées qui ont fait des réapparitions au CES 2021. C'est des wearables qui pourraient se multiplier dans les prochains mois, selon vous? Oui, clairement, si la décennie 2010 a été dominée par les smartphones, leur vente commence à stagner. Et aujourd'hui, elle pourrait être supplantée par effectivement ce qu'on appelle les wearables, ces objets connectés qu'on porte sur soi. Alors avant les vacances, on avait parlé des montres connectées, dont les volumes de vente vont bientôt se chiffrer en centaines de millions d'unités. On aurait également pu parler des oreillettes connectées, comme les AirPods, qui connaissent un succès similaire. Mais effectivement, selon moi, l'objet à suivre cette année, ce sont les lunettes connectées qui pourraient devenir le troisième grand segment des wearables pour les prochaines années. Alors, c'est quand même aussi un segment qui a connu pas mal de faux départs. Alors, vous avez raison. Et il y a quelques années, Google avait essayé de lancer les Google Glass sur le marché. Je crois que c'était en 2013. Donc, des lunettes avec un petit système de réalité augmentée qui enrichissait notre champ de vision avec des notifications visuelles. Mais effectivement, ce sont des lunettes qui n'ont pas rencontré le succès, faute d'applications concrètes et peut-être aussi d'une autonomie suffisante. On peut également évoquer le faux départ des Spectacles. Ce sont les lunettes connectées de Snap, la maison mère de Snapchat, qui étaient équipées d'un petit système de caméra pour partager des vidéos sur les réseaux sociaux. Également, les volumes de vente ont été relativement anecdotiques. On pourrait également évoquer les Bose Frames, qui sont des lunettes connectées au niveau de l'audio, où on a un petit haut-parleur au niveau des oreilles. Et Bose également refuse de partager les chiffres de vente. Le seul qui semble avoir rencontré un peu de succès, c'est Microsoft, avec les HoloLens, un masque de réalité augmentée, de réalité mixte, qui a surtout séduit les entreprises, puisque le prix et puis la dimension de ces lunettes le rendent incompatible avec le marché grand public. Mais j'ai le sentiment que tous ces constructeurs ont un petit peu essuyé les plâtres, et clairement, le marché va désormais décoller. Moi, j'aimerais bien parce que j'ai beaucoup aimé ces produits. Les lunettes connectées qu'on a vues au CES, alors? Alors, il y a eu plusieurs annonces à l'occasion du CES de Las Vegas. La première, c'est Amazon qui a enfin débuté la commercialisation des Amazon Frame. Alors, au niveau optique, ce sont des lunettes ordinaires, mais par contre, l'innovation vient de la présence de petits haut-parleurs et puis surtout d'un micro qui va permettre de commander vocalement l'assistant d'Amazon, Alexa, depuis ces lunettes. On a également Bloomberg qui a dit que Facebook allait prochainement commercialiser ces lunettes connectées, conçues avec la marque italienne Ray-Ban. Ce sont des lunettes qui seront probablement dérivées du projet de recherche qu'il mène depuis plusieurs années, le projet ARIA, avec sans doute un système de vision augmentée avec des petites caméras dans les lunettes. Et puis, pour ma part, j'ai identifié Vuzix, qui est une marque qui a présenté également un prototype de lunettes connectées avec à la fois la partie image augmentée grâce à un petit procédé de micro-LED, donc qui devra afficher les notifications visuelles dans le champ visuel, et également la partie audio dans les branches. Donc, ce sont des lunettes qui devraient être commercialisées aussi en 2021. Les lunettes connectées sur lesquelles travaille également Apple. Alors effectivement, c'est un petit peu un serpent de mer depuis plusieurs années. Et récemment, Minchico, qui est un analyste, a annoncé qu'il pourrait y avoir un modèle de lunettes connectées à Apple au cours de l'année 2021. Ça permettrait effectivement à ce marché de véritablement se démocratiser, un petit peu comme ont pu le faire récemment l'iPhone sur les smartphones ou l'iPad sur les tablettes. Alors il y a beaucoup de rumeurs évidemment autour de ces lunettes. Elles pourraient très probablement combiner également les fonctionnalités audio des AirPods avec les fonctionnalités de notification visuelle
visuel, comme peut par exemple le faire l'Apple Watch. La grande question, c'est de savoir si ces lunettes feront véritablement une réalité augmentée avec des vidéos, avec des filtres, avec des objets 3D dans son champ visuel, comme peut déjà d'ailleurs le faire l'iPhone. Donc ça sera vraiment un sujet à suivre au cours des prochaines années chez Apple. Et l'autre question, c'est est-ce que ça peut rencontrer un marché de masse? Alors pour l'instant non, il y avait des calculs de l'IDAT qui estimaient que les ventes combinées de lunettes, de masques, de réalité augmentée représentaient à peine quelques millions d'unités ces dernières années, avec une projection à 42 millions d'unités en 2023. Donc ce sont des volumes de vente qui sont nettement inférieurs aux oreillettes connectées ou aux montres connectées. Mais on a le sentiment qu'avec une population mondiale qui vieillit, je crois que 60% de la population mondiale aujourd'hui porte des lunettes, il y a un immense potentiel pour ces objets s'ils arrivent à combiner la correction optique et également ces fonctionnalités avancées en réalité augmentée ou en audio augmenté. Et pour ma part, moi j'ai la conviction qu'à terme, ce sera un marché de masse aussi significatif que celui des smartphones. Peut-être avec un remboursement par la sécurité sociale. Alors, on enchaîne avec des news rapides sur l'écosystème mobile. On peut parler d'une semaine, je dis complètement folle, dans l'univers des réseaux sociaux et notamment des applications de messaging comme WhatsApp. Oui, alors ça a démarré dès le 4 janvier avec une annonce du groupe Facebook qui a décidé de mutualiser les données entre WhatsApp et le groupe Facebook. On rappelle que depuis son rachat en 2014, WhatsApp reste un petit peu autonome au sein du groupe et les 2 milliards d'utilisateurs et les données de ces 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp échappaient au groupe qui a l'intention évidemment de monétiser cette application, de gagner de l'argent, sans doute avec la publicité ciblée. Mais cette annonce a été très très mal accueillie, notamment par Elon Musk, le puissant patron de Tesla ou de SpaceX, qui a tout simplement invité sa communauté Twitter à switcher sur Signal. Alors, la traînée de poudre, Signal, devient la première appli téléchargée. Oui, c'est ça. En à peine quelques heures, suite au tweet d'Elon Musk, Signal a pris la tête de la plupart des App Store, en tout cas en France, aux États-Unis. C'est devenu l'application la plus téléchargée au monde et c'est effectivement une révolution puisque Messenger dominait ses classements, WhatsApp dominait ses classements depuis plusieurs années. On peut également citer les très bonnes performances d'une autre application qui est l'application russe Telegram et qui a également, je crois, pris la 2e place de l'App Store français ces derniers jours. Ils ont communiqué hier sur 25 millions de nouveaux utilisateurs en à peine 72 heures. Donc une véritable réorganisation de ce marché. Et il y en a d'autres qui ont moins bien profité de l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Parler notamment. Oui, effectivement, Parler, parler. Alors, je ne sais pas comment on le fait en anglaise. Mais effectivement, c'était l'application des fans un peu de Donald Trump qui étaient exclus ces derniers mois des grands réseaux sociaux. Et ils étaient de plus en plus nombreux à la rejoindre. Et depuis l'exclusion de Donald Trump de Twitter, elle avait également été propulsée en tête des stores aux États-Unis. Mais en quelques heures, Google a décidé de l'exclure du Play Store. Apple a décidé de l'exclure de l'App Store. Et puis c'est Amazon qui a donné le coup de grâce en coupant l'accès aux data depuis son hébergement de cloud computing. Et effectivement, Parler a littéralement disparu en quelques heures des stores. Donc on a effectivement assisté à une semaine un petit peu folle avec des changements très importants dans les classements. Et il faudra sans doute encore quelques semaines pour mesurer l'impact économique, technologique, peut-être même politique de tous ces changements. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr pour toutes ces news sur l'écosystème mobile. Nous, c'est l'heure de notre grand débrief CES 2021. Le grand débrief du CES 2021 All Digital. Alors, tendance, fait marquant, déception aussi. Est-ce que les Français ont boudé ce CES numérique? On en parle avec Romain Heuillard, journaliste et consultant en informatique et nouvelles technologies pour des indépendants, des PME. Dans tous les domaines, vous pouvez faire appel à lui. Il est merveilleux. Et pour Smartech, surtout, il a préparé une revue détaillée de ce CES 2021. Alain Staron, disrupteur opérationnel, auteur de l'ouvrage Autodisruption dont nous avons déjà parlé dans cette émission et également CEO d'Amborella. Et vous nous direz ce qui a attiré votre attention avec votre regard très particulier, le regard disruptif sur les business. Également avec nous en visio, Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forrester, l'Institut d'études et de conseil qui suit particulièrement les marchés de la tech. Et avec Thomas Husson, là nous aurons la vision de l'expert marketing. Et enfin, je ferai appel à Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxembourg, qui nous offrira cette dimension européenne que j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par donner la parole à Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forrester. Bonjour Thomas. Bonjour. Puisque vous êtes le consultant, quelle est votre analyse déjà générale de ce CES 2021 ?
Mais dans l'ensemble, c'est un CES qui donne, comme chaque année, le là, puisque c'est une des grandes messes technologiques. Il n'y en a que quelques-unes dans l'année avec l'IFA, le CeBIT, etc. Donc il y a eu un foisonnement d'innovations comme chaque année, beaucoup encore de gadgets et d'innovations qui ne sont pas forcément pérennes, des grandes tendances auxquelles on pouvait s'attendre, mais qui étaient sous le signe clairement du confinement. On a vu beaucoup plus de produits adaptés à l'environnement de la maison, que ce soit sur des business laptops, des écrans, des moniteurs connectés. On a vu aussi beaucoup de choses autour de la télé, de l'entertainment, de l'acoustique. Donc on sait qu'on passe plus de temps à la maison, on travaille plus. Donc les différents fabricants ont mis ça en avant, beaucoup de prototypes. Ce qui était peut-être un peu plus nouveau cette année, c'est plus d'emphase autour de tout ce qui touche à la green tech, l'utilisation de matériaux recyclés, une mise en avant d'un certain nombre de bénéfices autour de l'écologie et du respect de la planète. Donc on voit ces grandes tendances-là s'accélérer. Et puis après, il y a toutes les technologies, j'ai envie de dire, transverses qui sont là pour plusieurs années, hein, que ce soit la 5G, l'Internet des objets, les voitures connectées, tout ça est toujours là, mais avec peut-être un petit peu plus d'emphase dans les discussions cette année sur la 5G, parce que c'est là où finalement, c'est cette année finalement qu'elle va être lancée. On commence à voir des terminaux qui sont vraiment accessibles d'un point de vue prix. Apple a lancé il y a quelques mois son téléphone 5G. Samsung va lancer un peu plus tard aujourd'hui ses Galaxy S21. Donc il y avait un peu plus de discussion autour de ça. Et puis c'est une des technologies qui va finalement permettre de connecter les autres aussi et d'être un catalyseur de ce monde connecté. Donc je dirais encore beaucoup d'innovations sous le prisme évidemment de la santé numérique et du confinement, avec beaucoup de choses autour des purificateurs d'air, des robots nettoyeurs, des masques connectés, ce genre d'innovation. L'enjeu étant évidemment de s'assurer qu'il y a des bénéfices consommateurs derrière pérennes, et qu'au-delà du produit et de la technologie, les entreprises qui les utilisent pivotent leurs relations clients, développent des services et des contenus. C'est bien joli d'avoir une TV 8K. Pour ça, il faut qu'il y ait du contenu derrière, et donc il faut créer un écosystème. Et c'est toujours encore un peu ce qui manque, je pense, dans le discours des marques autour du CES, qui reste encore très technologique. N'allez pas trop vite, Thomas. On va revenir après sur les déceptions et ce qui vous a particulièrement plu. Donc on a bien compris, là on est vraiment sous le signe du confinement, hein. Vous êtes d'accord avec ça également en plateau, j'imagine? Oui, c'est un peu opportuniste. Oui. Mais bon. Ah, vous trouvez un peu opportuniste. Oui, Alors, il n'y a pas de chargeur téléphone qui n'ait pas son UV pour enlever les bactéries. ouais. On trouve même des portiers électroniques qui vous donnent mesure de la température. Vous ne rentrez que si vous êtes pas fiévreux. Enfin, bon. Ok. Il y a des choses qui, à mon avis, ne sont pas forcément durables. Bon, alors les faits marquants, Romain Huillard. J'en ai noté, effectivement, sous le signe du confinement, j'en ai noté deux. Alors, c'est pas vraiment un fait marquant dû au confinement, mais parce que chaque année, on l'a dit, c'est vraiment le CES, la grand-messe, une des grands-messes de l'innovation. Et en particulier, le CES, c'est le salon des téléviseurs. Oui. Donc, alors, ça le reste encore cette année? Voilà, ça le reste encore, et donc c'est normal, puisque évidemment, on passe plus de temps à la maison. Donc voilà, les télévisions, évidemment, à la maison. Retour en grâce de la télé. Il y a quand même un point cette année en particulier. Il y a un gros focus, je trouve, sur le jeu vidéo, qu'il y avait moins les années précédentes. Le jeu vidéo a toujours été évidemment au CES, mais là, je trouvais qu'on en avait beaucoup entendu parler cette année en particulier, du fait évidemment qu'on a plus de temps, ou en tout cas on est plus à la maison, donc plus de temps pour jouer aux jeux vidéo. Donc on a pas mal de téléviseurs effectivement qui ont des taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, donc pour les nouvelles consoles de nouvelle génération qui sortent en ce moment. On a parlé donc de 8K. Effectivement, il y a des premiers téléviseurs 8K. Je pense que c'est un peu tôt. C'est pas une surprise non plus, ça. Non, ça c'est pas une surprise du tout, effectivement. Alors le souci qu'on a sur le marché du téléviseur, c'est qu'il y a très peu de fabricants de dalles au final, et qu'il y a malgré tout beaucoup de fabricants. Et donc les fabricants, pour se démarquer, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont le design, mais la surface des écrans est tellement importante. Maintenant, il y a très peu de bordures, donc en fait, on ne peut plus tellement se démarquer sur le design. Donc ce qui reste, c'est l'intelligence artificielle. En plus, c'est un buzzword qui marche bien. Ce qui est amusant, c'est que voilà, on a les fabricants du coup qui nous présentent de nouvelles choses pour améliorer, rendre l'image encore plus réaliste. Que quoi, on sait pas tellement. Et ce que je trouve assez amusant... c'est chez Sony où ils ont travaillé ce concept de l'image qui s'adapte finalement à ce qu'on ressent, c'est ça? Ce qui est très marrant, c'est que c'est un projet sur lequel un autre environnement. C'est un projet sur lequel j'ai failli travailler à la fin des années 80. Quand même.
En fait, l'idée, c'est de dire que l'œil n'est pas parfait, le cerveau derrière n'est pas parfait. On appelle ça la psychophysique. C'est comment la psychologie reçoit les informations physiques. Et du coup, plutôt que de faire une technologie qui en fait trop par rapport à ce que notre œil perçoit, autant pousser la technologie à l'extrême sur ce que l'œil regarde. Donc Sony, leur truc, c'est il regarde où est votre œil, il améliore là où est votre œil, et puis il fait un peu moins ailleurs parce que la technologie aujourd'hui ne permet pas de tout faire. C'est drôle parce que c'est un très très vieux concept. Et ce que je trouve très amusant là-dessus, c'est qu'effectivement, on essaye. Enfin, Vous avez pu tester des dispositifs approchants des télévisions qui font des traitements d'images, comme je le disais, c'est le Oui, seul mais alors en moyen fonction de là où effectivement on a tendance à ça regarder existe la télé. déjà, oui, enfin, ça existe, Et ça fonctionne, c'est efficace ça? c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que le souci qu'on a, c'est que le cinéma déjà n'est pas parfait. Enfin, il y a des soucis d'optique, on fait des choix, on fait la mise au point à tel endroit, alors qu'avec l'œil, très vite on s'adapte. Enfin, dans la réalité, tout nous paraît au point, et au cinéma, on dirige le regard, etc. Et ce qui est amusant, c'est que le cinéma déjà est imparfait, donc là on essaye je ne sais pas pourquoi, de rajouter de l'imperfection. Et de toute façon, des sociétés comme Netflix, la plupart de ces téléviseurs-là sont certifiés Netflix, et ils ont donc un Netflix Calibrated Mode qui désactive ce traitement. Parce que les producteurs de séries ou de films sur Netflix, ils veulent qu'on voit leurs films tels qu'ils ont été faits. Et donc il y a cette espèce de truc un peu bizarre où les fabricants et les productions ne veulent pas la même chose. Mais ils ont des intérêts différents. Voilà. Je voulais juste faire réagir aussi Thomas Husson. Là, on est typiquement dans la technologie, les prouesses, mais quid de son adoption, de son utilité sur le marché? Oui, c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire quels sont les bénéfices utilisateurs et comment on intègre des services. Sony, par exemple, puisqu'on parlait de terminaux 8K, j'ai envie de dire, enfin a annoncé qu'il y aurait un certain nombre de films offerts sur certains téléviseurs avec Sony Pictures. Donc finalement, c'est comment on crée des bénéfices utilisateurs au-delà de la technologie et qu'est-ce qui va rester, parce qu'il y a un tel foisonnement d'innovation. On aurait pu parler aussi de prototypes de voitures volantes, de démos, de prochaines voitures Sony qui embarquent tout un tas de capteurs et de technologies. Il y a énormément d'innovations, et celles qui seront pérennes seront celles qui évidemment intégreront du contenu et des services et qui feront partie du quotidien des utilisateurs. Après, c'est vrai que ça donne un peu un aperçu de ce qui va arriver en tendance dans les années à venir et de ce qui va se démocratiser. C'est toujours un petit peu la même histoire, entre guillemets, et il y a malheureusement encore un petit peu trop d'emphase sur la techno pour la techno. Oui, ça permet de voir ce qui pourrait arriver. Et puis Alain Charon, on ne sait pas tout forcément. Pardon, juste pour terminer oui, sur Sony. mais il faut qu'on sorte de la télé pour continuer, Oui. mais allez-y. Juste un tout petit truc. On conclut sur Sony. Suivre le regard, ça se fait depuis très longtemps. Quand on regarde ce que font les gens quand ils regardent un écran de PC. Pour savoir où est-ce qu'ils le regardent. Les outils marketing, sur les sites internet, bien sûr. Vous imaginez, si vous savez exactement quelle partie de l'image le téléspectateur regarde, pour les annonceurs, pour le product placement, c'est une mine d'or. Évidemment, Sony ne va pas le dire, mais globalement, il faut regarder ça comme étant... C'est le business model de l'Internet qui arrive de la vraiment sur publicité, téléviseur. Et avec un changement des cartes, parce que qui maîtrise la position du regard, savoir où est le regard, c'est le fabricant. C'est pas l'annonceur, et encore moins la régie. Donc ça, c'est un point. Donc, moi, je suivrais bien ça sous cet angle-là. D'accord, qu'est-ce que va donner la publicité? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que votre regard, justement, disruptif s'est arrêté sur d'autres annonces? Ah, plein. Enfin, il y a un gros sujet qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Restons sur Sony et sa voiture. Donc, Sony construit une voiture. Bon. Samsung construit un cockpit. Et donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a? On construit une voiture autour d'un écran. Vous vous souvenez, Elon Musk, une voiture, c'est un iPad sur roue. Sauf qu'Elon Musk n'était ni dans les roues, ni dans l'iPad. Bon. Là, vous avez des gens qui sont dans les écrans et qui se disent, je vais dans la voiture. Et à l'inverse, que fait Mercedes? Il présente un écran qui fait 1,40 m de large. Donc, j'ai envie de dire que les fabricants de voitures ne sont pas au bout de leur peine, parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils voient poindre l'horizon? Les grands de l'électronique grand public, ils se disent, mais pourquoi je n'ai pas une voiture, surtout si j'ai plus besoin de volant, parce qu'elle devient autonome. Ouais. Et donc, dans ce combat où on se dit peut-être que l'entertainment va mettre un pied dans la voiture, parce que finalement, un moteur, c'est très simple à faire. Un moteur électrique de voiture, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique. Enfin, la barrière à l'entrée, elle est tombée. Pas que ça, mais... Et ça se trouve... Au CIS, vous aviez un gars qui proposait des petits moteurs pas chers pour faire des voitures électriques. Donc on sait bien que ça devient un mécano, un puzzle. Donc d'une part, la construction d'écosystèmes, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux entrants dans cet écosystème. Exactement. Dans lequel peuvent rester quand même les constructeurs. Oui, mais le grand sujet devient, c'est quoi l'entertainment? L'année dernière, Mercedes avait sorti sa super concept car Avatar, c'était une salle de cinéma sur roue.
Et ce que je trouve intéressant, c'est le risque, c'est qu'effectivement, ils se fassent dépasser par les gens du CES, mais ils ont un atout. Quand vous êtes au volant, vous ne pouvez pas faire 50 choses à la fois. Et donc Mercedes a fait un énorme travail de recompilation de toutes les applis pour ne proposer que ce qui est pertinent à l'utilisateur. Et ça, c'est un truc qui n'est pas fait. Du coup, si vous prenez une interface même iPhone, elle paraît soudain démodée. Vous avez des applis qui n'en finissent pas, et quand vous conduisez, vous ne pouvez pas scroller les applis. Alors, il y a Donc, c'est peut-être le Thomas secret, Husson qui l'avenir est là. voudrait réagir à ce que vous Pardon. dites, mais assez rapidement, parce que je voudrais qu'on enchaîne avec les PC. Oui, très brièvement, je voulais juste revenir sur les nouveaux entrants dans l'automobile. Sony est là pour faire un showcase de sa technologie, et ce qu'ils vont vendre derrière, ce sont des capteurs, ce sont tout un tas de technologies, effectivement les écrans, mais pas que, et pas nécessairement des voitures. Et c'est vrai de pas mal de nouveaux entrants de l'univers digital. Ils vont s'associer avec des constructeurs, on l'a vu avec les récentes annonces, ou en tout cas rumeurs entre Apple et Hyundai. Et la voiture devenant une commodité. C'est ça la difficulté, où est la valeur? Et donc, on passe au PC, quand même. On est dans Smart Tech, il faut s'intéresser à la machine. Romain Huillard, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant? Dans le contexte effectivement du confinement, il y a le grand retour du PC. Ça fait quelques années qu'on parle d'ère post-PC en s'imaginant que les tablettes, les smartphones vont remplacer le PC. Là, c'est la première année depuis 10 ans que le marché du PC a une croissance à 2 chiffres. Donc voilà, ça montre bien que l'année 2020 a été assez significative. J'ai reçu le dirigeant de Dell France qui a fait une super année. Bah, c'est sûr, avec le télétravail, on est tous en train de s'équiper là. Et donc il y a déjà donc, le retour il y a pas mal d'annonces de PC au CES, alors que c'était plutôt sur d'autres salons ces dernières années, des grosses annonces d'ordinateurs en général. Il y a évidemment, alors même si on est à la maison, l'ordinateur portable reste l'ordinateur, enfin on parle assez peu d'ordinateur fixe aujourd'hui, ça reste maintenant un peu spécifique, mais les progrès sont tels que on peut faire du jeu vidéo maintenant, du vrai jeu. Il y a des PC portables qui sont assez doués en jeu vidéo. Donc là, on a des ordinateurs portables, alors bariolés, plein de couleurs, avec. Ça ne change pas, c'est vraiment pour les gamers. Oui, ça c'est sûr. Avec des nouvelles cartes graphiques très puissantes. Il y a Nvidia qui a annoncé il y a quelques mois des nouvelles cartes graphiques extrêmement puissantes pour ordinateur fixe, qui là au CES du coup sont déclinées pour ordinateur portable. Et on a le grand retour d'AMD sur le portable. Ils étaient de retour déjà sur le fixe depuis 1 an ou 2. Là, ils sont aussi, ils reviennent en grande force aussi sur l'ordinateur portable. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on parle beaucoup de 5G pour quand on se balade avec le mobile. Là, sur ordinateur portable, on a le Wi-Fi 6E qui ajoute une nouvelle fréquence, donc un petit peu comme la 5G. Voilà, une nouvelle fréquence qui permet de nouveaux débits. Donc, on peut s'attendre peut-être à des controverses, encore une fois, en termes de santé à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, l'ordinateur portable... tout en étant à la maison, en fait, peut s'affranchir de câbles. Et ce Wi-Fi 6E, on va avoir des produits cette année? Là, la plupart des ordinateurs portables qui ont été annoncés là sont compatibles. Super. Une réaction sur le marché du PC, Alain Staron? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous, ce qui vous a intéressé, c'est... j'ai noté, parce que vous m'en avez parlé, on part de la tech augmentée à la tech supportée. Oui, en fait, c'est un anglicisme, pardon. Le slogan, c'est Tech Augmented Life. C'est autrement dit, ma vie est augmentée grâce à la technologie, ce qui conduit à des choses un peu... Enfin, il faut se poser la question jusqu'où ça va aller. On avait déjà parlé de l'économie de l'attention qui atteint ses limites parce qu'on n'a qu'un regard. Maintenant, LG fait des écrans transparents, donc on va 2 choses à la fois. Bon, mais jusqu'où ça va pouvoir aller, c'est celui qui se déroule devant son lit le matin. Bon, et donc on veut augmenter, mais on est limité par nos sens. Dans la série, j'augmente aussi, rebondir sur le domaine des jeux. Vous avez vu que maintenant, vous n'avez plus de souris. Vous avez un capteur qui capte le muscle de l'index et qui dégaine plus vite que le temps d'appuyer sur la souris. Donc si vous voulez gagner dans les jeux multijoueurs, c'est ça qu'il faut. Très important. Et donc là, on est toujours dans une logique où la tech nous permet de faire plus avec notre corps et ça pourrait se décliner à l'infini. Et à côté de ça, il y avait un stream qui était assez marginal jusqu'à présent au CES et qui est devenu vraiment mainstream, c'est la santé. C'est-à-dire prendre soin des aînés, monitorer tout et n'importe quoi, prendre des précautions sur tout. Mon frigidaire, la porte s'ouvre toute seule parce que si je suis en train de cuisiner et que j'ai les mains sales quand j'ouvre la porte, j'ai des microbes. Enfin, des trucs très pratiques. Les toilettes qui se ferment toutes seules pour éviter les miasmes, ça c'est Kohler. Enfin, le frigo, c'était LG. On a donc, maintenant, on se rend compte que la tech, c'est Covid pour le coup. Mais la tendance est plus forte que Covid. Covid a ouvert les yeux, mais la tendance, c'est de dire est-ce que la tech peut nous protéger de
notre basse condition C'est humaine. le sujet de la résilience, en fait, Ouais. appliquée à l'être humain. Ouais. Nous sommes nombreux sur Terre. Les maladies, c'est depuis la nuit des temps, c'est parce que les gens se regroupent. Comment fait-on pour aider ça? La tech se dit, je peux peut-être aider en instaurant des micro-barrières qui permettent de vivre dans un monde un peu plus safe. Thomas Husson, vous avez commencé à l'aborder, déception ou pas, la 5G. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette 5G sur le CES? Vous attendiez à plus ou à moins? Il y avait très peu d'annonces de produits 5G, et ce qui est pas étonnant parce que c'est pas encore un sujet vraiment grand public. Ça va le devenir avec les smartphones qui deviennent accessibles, mais la 5G aujourd'hui, c'est surtout un enjeu pour les entreprises. C'est pour les usines connectées, c'est pour les jumeaux numériques, c'est pour tout un tas d'applications de télémédecine. Il n'y a pas vraiment encore de use case et de bénéfices clients associés à la 5G qui soient vraiment disruptifs. Commence à parler, à évoquer de sujets qui mélangent justement on va dire la réalité virtuelle ou étendue avec de la 5G dans un stade, mais comme on n'est pas encore dans des situations où malheureusement on peut retourner dans des grands environnements, c'est pas trop le cas. Donc c'est surtout pour les entreprises. Et puis voilà, c'est encore relativement tôt. Ça va prendre des années à se déployer. C'est encore comme à chaque rupture technologique, un peu la poule et l'œuf. Il faut créer les réseaux, il faut les déployer, il faut démontrer les bénéfices. Oui, c'est plus rapide, évidemment, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas encore accessible, et particulièrement, évidemment, en France, où on a malheureusement pris un peu de retard, parce qu'il y a à la fois ce qu'évoquait Alain, la technologie augmentée qui peut résoudre des problèmes et aider à améliorer la santé, tout ce qui est green tech, etc. Et puis une certaine défiance, en particulier en France, autour de nouvelles technologies qui font un peu peur parce qu'elles sont finalement mal appréhendées et parce que les consommateurs, à juste titre, ne voient pas forcément les bénéfices immédiats qu'ils pourraient retirer. Donc, ce n'est pas forcément une déception, il fallait s'y attendre. Mais annoncé en grande pompe, ça devait être un truc important. Et puis bon, finalement... Voilà quoi, on reste réaliste sur la 5G. Je voudrais parce que là ça va très très vite, on accélère un petit peu. Les pépites, Romain Yard. Alors on parlait effectivement de côté santé, il y a un produit qui a vachement retenu mon attention, c'est un masque annoncé par Razer. Alors Razer en plus qui est une marque de jeux vidéo, ils font des ordinateurs portables pour le jeu vidéo par exemple. Là ça sort un petit peu de nulle part, ils lancent un masque... avec en fait qui est transparent. Donc en fait c'est un masque qui recouvre vraiment le visage, mais qui est vitré. Donc on voit la bouche, ça permet de lire sur les lèvres ou de retrouver les expressions faciales. Il est ventilé. Donc l'idée c'est qu'on a ni chaud, il n'y a pas d'humidité qui se forme dans le masque. Il amplifie la voix aussi. Et si j'ai bien compris, il peut même transformer la voix. On reste dans l'univers un petit peu du jeu vidéo et du transhumanisme ou de ce genre de choses. Et il transforme la voix. Ok. Toujours chez Razer, une chaise, donc toujours aussi dans l'esprit du confinement, on est chez soi, une chaise, un produit très, très étonnant, une espèce de chaise de jeu avec l'écran en fait qui se déploie dans le dos et une espèce d'écran flexible qui vient se dérouler devant le regard. Alors ça, on a les images. Ouais, donc c'est assez impressionnant, c'est un concept seulement, il y a assez peu de chances que ça se concrétise à court terme. Mais en tout cas, c'est amusant. C'est une petite pépite parce que c'est c'est un effet waouh quand même. Voilà, c'est un des produits vitrines assez amusants, moi qui a retenu mon attention au CES. Et dans le même genre, on revient côté téléviseur et en particulier chez LG, on en a déjà un petit peu parlé. C'est ce téléviseur, effectivement, ce pied de lit avec un téléviseur qui est translucide et qui s'escamote. Et donc, qui permet d'afficher la météo le matin, ses rendez-vous, etc. Et alors, j'ai pas très bien compris à quoi ça servait qu'il soit translucide, parce que je crois que dans les images de LG, il y a un deuxième téléviseur derrière, donc on est supposé faire deux choses en même temps. C'est toujours plus. Un petit peu étonnant. Et chez LG toujours, je pense pas qu'on aura d'image parce qu'en fait c'est très bizarre. On l'a vu pendant 5 secondes. C'est un smartphone avec un écran enroulable. Ah oui, alors on en a parlé hier et on a vu une petite image. Voilà. Donc on connaît les smartphones pliables, là, qui sont concrets, qui sont sur le marché déjà depuis 1 an ou 2, chez Samsung notamment, et chez Huawei. Là, c'est un smartphone. Le pliable, il y a quand même des inconvénients. C'est un peu gros parce que du coup, c'est double épaisseur. L'enroulable est beaucoup plus intéressant. Oui. Voilà. Après, à voir comment ça s'enroule vraiment. Il y avait une dernière chose, des écrans, c'est ça ? Ah oui, les écrans, effectivement. Donc, toujours confinement. Très important, ça, les écrans, oui. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des ordinateurs portables de fonction et quand ils sont chez eux, c'est compliqué de travailler avec un écran tout bas. L'ergonomie est désastreuse. Donc là, beaucoup de gens s'équipent d'écrans et Dell annonce des écrans qui intègrent en plus une webcam.
et une super barre de son et des super micros. Donc voilà, c'est l'esprit visioconférence, on télétravaille, ou alors on fait des cyber-apéros. Et ces écrans sont adaptés à ça. Et donc c'est pratique. Écran étanche. Ouais. Alors, on va donner la parole à Charles-Louis Machuron, parce qu'on arrive à la fin de notre temps de débrief. Charles-Louis, bonjour. Bonjour Delphine. Alors, il y a eu une délégation luxembourgeoise sur ce CES. C'était quoi, 10 startups qui étaient présentes ? Exactement, une dizaine de startups en tout cas participent à cet événement CES. C'est la 4e année consécutive que le Luxembourg est représenté officiellement au CES. Et voilà, les startups en tout cas sont très enthousiastes depuis lundi sur la participation. Les thématiques, il n'y avait pas que de la fintech, Charles-Louis. Et non, d'ailleurs, il n'y a aucune startup, enfin, il y a une startup fintech qui fait de la crypto qui participe, mais sinon, toutes les autres startups ne sont pas fintech. On a une startup dans la mobilité, 2 startups HRTech, une startup cybersécurité, donc c'est assez varié. On a également Fashion Tech, donc voilà, c'est une délégation assez hétéroclite. Et il faut préciser qu'elles sont emmenées par Lux Factory, qui est partenaire officiel du village francophone sur le salon. Ça veut dire quoi? Vous aviez des représentants officiels du Luxembourg qui ont fait un peu mousser l'attractivité du pays? Exactement, donc Lux Factory, donc c'est une société de consultance en management et en innovation qui a pris le lead il y a 4 ans de représenter le Luxembourg au CES et donc d'embarquer les startups et les officiels sur ce salon. Donc ce sont vraiment eux qui coordonnent les partenariats. Ils ont fait un partenariat officiel avec le village francophone du CES pour permettre justement aux startups qui participent de pouvoir plus facilement networker, faire des rencontres avec l'ensemble du village francophone. Et comme les startups luxembourgeoises se développent principalement aussi sur le marché francophone, France, Belgique, qui sont également voisins, c'est également l'occasion pour elles de rencontrer des partenaires, des clients potentiels, des investisseurs. Donc voilà, c'est un partenariat qui est assez stratégique pour le Luxembourg. Bon, très bien, comme ça on leur a donné aussi un peu de temps de parole dans Smart Tech. Merci Charles-Louis, on arrive à la fin. Je vais vous demander juste un mot de conclusion chacun sur ce CES 2021. Alain Staron. En un mot, c'est vraiment trop difficile. Oui, alors je voilà une phrase. juste un truc, sur ce CES 2021, il n'y avait ni Google, ni Facebook, ni Amazon. Et ça veut dire que si on veut faire autre chose que regarder ce qui se passe, mais commencer à discuter, négocier, faire des partenariats, c'était raté. Bon, ils étaient occupés à plein d'autres sujets aussi, il faut dire, les pauvres. C'est vrai. Les pauvres. Thomas Husson, un mot de la fin sur ce CES. Je dirais accélération. On voit que l'adoption des technologies s'accélère. Et donc l'enjeu pour les grandes entreprises, en particulier françaises, c'est de transformer leur organisation et leur culture pour vraiment s'adapter à cette évolution technologique. La tech le fait bien, on avait une belle représentation et des belles levées de fonds l'année dernière. Maintenant, je pense que c'est plutôt au niveau des grandes organisations où il faut suivre et s'adapter à cette accélération. Romain Heillard. C'est toujours le temple du consumérisme. Et j'ai une petite déception, moi, sur le plan écologique. J'ai trouvé que les grandes marques avaient soit trop mis l'accent dessus, soit trop versé dans le greenwashing. J'ai juste un exemple, c'est Samsung qui a présenté pour ses téléviseurs une télécommande avec du plastique recyclé, 24% de plastique recyclé, ce qui n'est pas énorme, on peut faire beaucoup plus, et un petit panneau solaire au dos, donc c'est supposé moins pollué. Le souci, c'est que sur un tout petit produit comme ça, a priori, un panneau solaire en fait va être plus polluant que le remplacement de piles, donc un peu déçu sur le plan écologique par les grands fabricants. Plutôt santé que écologie. Oui. Merci beaucoup à tous. Merci Charles-Louis Machuron pour ce petit clin d'œil au Luxembourg. Merci Thomas Husson de Forrester, Romain Heillard, journaliste et consultant, et Alain Staron d'Amborella. Juste après la pause, on a rendez-vous avec l'actu assez agitée également dans le monde du logiciel libre. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. L'année 2021, elle démarre avec une actualité importante dans le monde du libre. Oui, l'actualité du 13 janvier, hier, c'est la suspension du traité de brevet unitaire européen. Alors, que contient ce traité ? Alors, il contient en fait la mise en place d'une juridiction unifiée du brevet en Europe. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un contentieux en brevet, il n'est pas jugé de la même façon d'un pays à l'autre. Et l'idée de ce traité, c'est de faire en sorte que tout soit jugé pareil.
et également d'ajouter 11 400 € de frais supplémentaires de cours. D'accord. Et pourquoi c'est important alors? En fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le brevet logiciel, au lieu d'aider les créateurs de logiciels, ça crée une situation de risque permanent de contentieux de brevets qui les conduit à ne plus publier de code. Ah. Et ça avait été montré par Eric Maskin, un prix Nobel d'économie, et Jim Bassen dans un article du MIT en 99. Jim Bassen, d'ailleurs, c'est un inventeur, c'est lui qui a inventé la publication assistée par ordinateur qui avait révolutionné la presse dans les années 80. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on écrit un logiciel de quelques milliers de code, on est sûr d'enfreindre une dizaine de brevets logiciels aux États-Unis sur des idées d'algorithmes ou d'interfaces utilisateurs mises en œuvre par logiciel. Donc le métier de créateur de logiciels, ça devient un métier de criminel statistique. Ce qui n'est pas très rassurant quand on est bénévole et qu'on se dit que quand on publie son code, c'est pour avoir des procès en retour. En 99, l'association FFI allemande avait lancé l'initiative Eurolinux, avait gagné la première bataille pour qu'il n'y ait pas de brevet logiciel en Europe. Elle avait été soutenue par des milliers d'entrepreneurs, dont j'étais également par le défunt Premier ministre Michel Rocard. Le Parlement européen, pourtant, il a rejeté ce brevet logiciel en 2005. Et le Bundestag en 2013, avec tous les partis allemands qui ont dit qu'il fallait limiter la brevetabilité du logiciel. Mais le problème avec ce traité, c'est que c'est pas la Commission, ce n'est pas la Cour de justice de l'Union européenne, ce n'est pas le Parlement qui décide, ce sont des juges à l'Office européen des brevets qui, en dernière instance, décident ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est que l'Office européen des brevets, plus il accepte de brevets, plus il fait de bénéfices. C'est un office autofinancé. Oui. Donc les juges qui décident ce qui est brevetable ou pas, finalement, sont dans une sorte de conflit d'intérêts permanent par rapport à leur employeur qui vit de l'extension permanente du domaine de la brevetabilité. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va breveter l'intelligence artificielle ? La pensée des ordinateurs, qui est en fait une branche des mathématiques. Est-ce qu'on va breveter les jeux? Est-ce qu'on va breveter les méthodes d'affaires? Si on n'a pas une cour indépendante comme la Cour de justice de l'Union européenne, on est dans une situation extrêmement malsaine. Et ce que fait ce traité, c'est justement le contraire. Bon, et alors quelle est la prochaine étape après la suspension? Que peut-il se passer? Alors pour la deuxième fois, Ingve Tcherna, avocate Düsseldorf, a déposé une plainte. Et cette plainte a été jugée recevable par la Cour fédérale allemande constitutionnelle. Cette plainte a été déposée entre le 18 et le 23 décembre, juste après la ratification par la Chambre haute, le Bundesrat. Ce qui fait que le président allemand Frank-Walter Steinmeier n'a pas pu la transmettre à Bruxelles à temps, avant la fin de l'année, et que maintenant que le Royaume-Uni, un signataire clé du traité, n'est plus dans l'Union européenne, personne ne sait si le traité est encore valable et s'il sera ratifié un jour. Bon, alors, sacrée affaire qu'on suivra ensemble. Cette semaine, on revient sur le CES, ce grand show dont on est en train de tirer le bilan. On y a également parlé du libre. Oui, et on y en a parlé très longuement sur, par exemple, les microprocesseurs RISC-V avec Calista Redmond, la PDG de la fondation RISC-V, qui a eu 1 heure complète pour présenter toutes les avancées des microprocesseurs libres. Alors ce processeur, on sait qu'il est aujourd'hui utilisé dans des serveurs du cloud d'Alibaba en Chine. Il est utilisé par Western Digital dans tous ses disques flash. Il est utilisé également par une start-up de David Retzel qui s'appelle Esperanto Technologies pour faire des processeurs spécialisés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Certaines pensent que le RISC-V va envoyer aux oubliettes AMD, ARM, Intel. Carrément. Oui, parce qu'en fait, on peut, au lieu de reconcevoir tout à partir de zéro, partir d'un RISC-V, l'étendre légèrement et obtenir un processeur spécialisé. Donc tout le monde, finalement, peut créer son processeur, comme a pu le faire Apple récemment dans ses derniers ordinateurs. Et donc, pour ce qui est des boîtes françaises, l'Inagora a lancé une offre de SaaS avec sa messagerie Twake, dont on avait déjà parlé, et avec une offre Lifetime. Et ce qui m'a impressionné le plus, ce sont les gens de Bordeaux qui s'appellent Pollen Robotics, avec Mathieu Lapère et son collègue Pierre Rouanet. Ils ont 33 ans. Ils ont fait un robot open source qui s'appelle Richie. Et, là, on le voit à l'image. Ils ont tout compris au libre. D'abord, ils n'ont pas pris de capital risque, parce qu'ils ont vu que tous leurs collègues dans le domaine de la robotique avaient planté leur entreprise à cause de ce que demandait le fonds de capital risque. Ensuite, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est vendre un produit qui sert à quelque chose, entre 7 000 et 20 000 euros. Et donc, c'est un robot qui permet à des centres de recherche de faire de la recherche sur les robots socialisants.
Tout est libre. Si ça tombe en panne, si on le casse, on peut réimprimer soi-même une partie du robot et le réparer. On peut l'étendre. Leur idée, c'était de débloquer l'innovation qui avait été bloquée pendant 10 ans par des robots propriétaires dont le producteur refusait qu'on puisse le modifier. Et maintenant qu'on peut tout modifier, on peut inventer. Ça se branche sur le secteur, c'est facile. Ils ont une expérience de pédagogie avec Nathan, avec qui ils avaient créé 1000 robots à des fins éducatives. Et donc cette année, donc, ce qu'on a vu, c'est la réalité virtuelle pour apprendre aux robots à faire de nouveaux gestes et également pour lui apprendre à devenir autonome avec des capteurs et de l'intelligence artificielle un peu partout. Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. On va terminer avec un peu de poésie robotique. On va laisser cette vidéo. Vous allez découvrir avec l'image et tout. Effectivement, Richie, c'est une merveille. Merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir. Et juste après la pause, une nouvelle technologie. Celle-ci transforme le bois en écran. Pour ce dernier jour dédié au CES dans Smart Tech, on termine avec une innovation présentée au salon, une innovation française bien évidemment. Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour Delphine. Nous allons découvrir une nouvelle technologie qui permet d'augmenter le bois. Oui, c'est l'entreprise Voodoo, une entreprise française, vous l'avez dit, qui présente cette année au CES, qui présentait 2 produits issus d'une technologie, précisément une technologie qui révolutionne l'emploi du bois puisqu'elle transforme le bois en un écran. Cette technologie, ça s'appelle Voodoo Slim. Alors je l'ai en plateau, vous allez voir ça, juste ici. Ça, c'est un exemple de feuille Voodoo Slim. Donc, en fait, il y a aussi plusieurs échantillons parce qu'on utilise 7 essences de bois. Donc, il y a l'hêtre, le sycomore, le peuplier, le frêne. 7 essences sont travaillées. La prouesse de cette société, véritablement, c'est d'avoir réussi à faire de ce produit un produit compatible avec les innovations technologiques. C'est une petite révolution pour l'exploitation parce que le bois, c'est périssable, c'est fragile et puis ce n'est pas vraiment solide, donc très difficile à exploiter pour les nouvelles technologies, par exemple. Alors Voodoo Slim a réussi à remédier à ce problème-là en 2 étapes. La première, c'est qu'on est allé retirer la lignine du bois. Ça fait partie des 4 composants du bois. Et en fait, cette lignine, c'est celle qui va être dévorée par les insectes, c'est celle qui va gonfler quand il y a de l'humidité. C'est aussi elle qui va avoir tendance à se grisailler avec la vieillesse du bois. Donc en fait, c'est tout ce qui fait que le bois est fragile. Donc cette lignine, on est allé la retirer avec une technologie brevetée par Voodoo. Mais c'est aussi le liant des fibres. Donc il a fallu la remplacer. Et là, Voodoo a créé une résine qu'ils ont réussi, et c'est là la prouesse aussi, à injecter à l'intérieur, c'est-à-dire pas seulement en surface, mais à l'intérieur des fibres et des micro-cavités de ce produit, la Voodoo Slim. Cette résine, elle est à la fois recyclée et en biomasse, dans un souci écologique évidemment. Et donc on obtient un produit qui va être plus solide et qui va pouvoir être utilisé sur les nouvelles technologies. Surtout, il fait 0,7 mm. Et donc ça permet pas mal d'applications. Vous allez le voir là, vous voyez, on va pouvoir voir tout ce qu'on veut en fait, parce que le produit est fin, il est résistant, il est sain. Et hop, vous voyez, si je mets une lumière ici, on va pouvoir l'utiliser. On va voir la main sur les échantillons que vous avez aussi, Delphine. On voit bien la transparence du produit. Oui, et donc, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Ce sont ces 2 produits-là qui sont présentés en ce moment au CES. En fait, ça c'est l'origine de la technologie, exactement. Mais ensuite, on en fait 2 technologies. La première, c'est Jasper. Jasper, ça va être un écran LED. Cet écran LED, c'est véritablement une dalle LED qu'on va recouvrir de Voodoo Slim, cette technologie de base. Et comme elle est translucide, on va pouvoir remplacer les panneaux traditionnels en verre ou en plastique par la Voodoo Slim et donc avoir un écran LED qui ressemblera à un mur en bois. Et c'est ça qui est innovant, qui est intéressant. Donc ça peut intéresser le secteur du retail, ça peut intéresser l'hôtellerie, ça peut intéresser aussi les entreprises. Pourquoi pas avoir un panneau LED comme celui que vous voyez à l'image à l'entrée d'une entreprise comme Bismart, par exemple. Et l'autre produit avec cette feuille de bois? Alors l'autre produit, c'est Switcher. Là, c'est un panneau de contrôle avec une interface
tactile et interactive. Et là, on va encore plus loin dans l'utilisation de cette Voodoo Slim. Derrière la Voodoo Slim, on va pouvoir placer des capteurs tactiles. On va pouvoir aussi, c'est là que ça deviendra d'autant plus intéressant, placer des capteurs gestuels pour ne plus avoir à toucher, et cette circonstance cette année, les technologies. On pourra simplement faire des mouvements comme ça. Autrement dit, on n'aura plus à toucher tout ça. Le produit, tel qu'il est là, vous le voyez, il intéresse pas mal de monde. L'automobile, on l'a vu avec un tableau de bord, par exemple, mais aussi l'aéronautique. L'aérien, on pourrait remplacer, soit dans des avions de ligne, mais aussi dans des jets privés, par exemple, pour une notion un peu plus luxe, remplacer cette espèce de panneau de contrôle sur le tout gris en plastique sur lequel on appelle l'hôtesse d'habitude. Et puis, il y a aussi un fabricant de machines à café qui est intéressé par cette technologie. Enfin bref, dans les deux cas, que ce soit Jasper ou Suture, grâce à cette matière première qui est le bois retravaillé, augmenté, on arrive à faire énormément de choses et ça va peut-être raviver un petit peu, insuffler une nouvelle énergie à l'industrie du bois qui n'est pas très en forme. Oui, bonne nouvelle. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure de votre lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes à découvrir. On change tout de suite de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi cette semaine du lundi au jeudi qui était consacrée au CES 2021 Hall Digital. Alors, je vous dis à demain, ce sera une autre spéciale avec une surprise, c'est les 20 ans de Wikipédia.